C'est l'heure du journal de l'Afrique. Soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, l'appel de la procureure de la Cour pénale internationale contre l'acquittement de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo et son co-accusé Charles Blé Goudé. Les deux hommes poursuivis pour crimes contre l'humanité avaient été acquittés en janvier dernier. Nous irons à La Haye. Notre correspondante a suivi pour nous l'audience et à Abidjan pour les réactions. Les deux visages qui dominent la Tunisie ce lundi, le conservateur Kais Saied et l'homme d'affaires en prison Nabil Karoui. Selon des résultats provisoires, ils sont tous deux en tête du premier tour de la présidentielle de ce dimanche. Et puis fin de l'audience du procès de Hadja Raissouni à Rabat. Cette journaliste marocaine est jugée pour avortement illégal et relations sexuelles hors mariage. Le verdict est attendu ce jeudi. Nous retrouverons notre correspondante à Rabat, Théa Olivier, dans ce journal. Fatou Bensouda, la procureure de la Cour pénale internationale, a fait appel de l'acquittement de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé. L'ancien président ivoirien et son co-accusé avaient été acquittés de crimes contre l'humanité en janvier dernier par la CPI. Les détails avec notre correspondante à La Haye, Stéphanie Mopa. On s'attendait à ce que la procureure fasse appel de cette décision d'acquittement. Ce qu'il faut savoir, c'est ce qu'elle demande précisément, c'est que les juges prononcent un non-lieu à la place de cet acquittement. On se rappelle que le 15 janvier dernier, les juges avaient estimé que le dossier du procureur était exceptionnellement faible et qu'ils avaient donc prononcé l'acquittement suite à cette conclusion. Ce que la procureure demande, c'est qu'il prononce le non-lieu, c'est-à-dire que d'une façon, elle accepte un peu les conclusions de la Chambre selon lesquelles son dossier était trop faible, mais dans le même temps, elle n'accepte pas l'acquittement, parce qu'un acquittement voudrait dire que les deux Ivoiriens sont innocents des crimes qui leur étaient reprochés, des crimes contre l'humanité commis suite à l'élection présidentielle de 2010 en Côte d'Ivoire, alors qu'un non-lieu signifie simplement que le dossier n'était pas assez solide ou qu'il y a eu des erreurs procédurales, mais ça laisse pendante la question de la responsabilité dans les crimes commis en Côte d'Ivoire en 2010. Voilà, pour l'instant, c'est ce qu'on sait du dossier du procureur. Elle doit encore déposer son mémoire devant la Chambre d'appel en décembre prochain. Donc, la procédure contre Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé continue et leur situation, pour l'instant, ne change pas. Ils sont toujours soumis à un régime de semi-liberté. Laurent Gbagbo se trouve à Bruxelles et n'a pas le droit de quitter Bruxelles sans avoir obtenu l'autorisation de la CPI. Et Charles Blé Goudé est de son côté toujours à La Haye. En Côte d'Ivoire, nos correspondants sont allés recueillir les réactions dans les rues d'Abidjan. Que pensent les Ivoiriens de cet appel de la procureure de la CPI? La grande majorité des gens interrogés ne comprennent pas cette décision qui implique le maintien en liberté conditionnelle des deux accusés. Et ceux qui s'en félicitent ont refusé de s'exprimer face à la caméra. Écoutez. On n'a trouvé aucune preuve contre lui. On a dit qu'il était acquitté, il pouvait rentrer chez lui. Mais moi, je pense que, si c'est la décision de la Cour de le libérer, qu'on le libère. Voilà, s'il n'y a pas d'autres preuves en tant que tel, qu'on le libère. Tout ça pour la bonne marche de la réconciliation nationale. Voilà, pour que la paix revienne définitivement en Côte d'Ivoire, parce que vraiment, on en a besoin. Là, c'est eu encore une déception. Et que de report à report, on n'y comprend pas. Je ne sais pas si c'est le politique qui est derrière, alors je ne sais pas. Mais je ne sais pas concrètement pourquoi est-ce qu'elle a pris cette décision-là, parce que je ne partage pas ça en fait. On est tous Ivoiriens. Bon, si le gars a été acquitté, si le président a été acquitté, s'il a acquitté, il a été acquitté. Je n'ai pas la peine de revenir dessus encore pour porter plainte encore, je ne sais pas. Ou bien ils ne font pas confiance à leur propre justice. Kais Saied et Nabil Karoui sont pour le moment les deux candidats qui accèdent au second tour de la présidentielle tunisienne de dimanche. Mais le décompte des votes est en cours. Plus de la moitié des bulletins ont été dépouillés. Qui sont-ils? Leur portrait signé Johanna Citruc. C'est elle, Salwa Asmaoui, qui jusqu'à la fin a géré la campagne de son mari. Car depuis le 23 août, le populiste Nabil Karoui est en détention préventive. Il est accusé de blanchiment d'argent et de fraude fiscale, mais pour lui, aucun doute, il s'agit d'un complot. Car depuis le début, l'homme d'affaires et mania des médias fait partie des candidats favoris. Une popularité acquise grâce à ses distributions d'aide alimentaire dans les régions les plus pauvres du pays. Pourtant aujourd'hui, il est dans une situation inédite, un véritable casse-tête juridique. Car même s'il est en prison, il n'est pas condamné. Et l'ISI, l'instance supérieure indépendante pour les élections, ne peut pas l'empêcher d'avancer dans la course à la présidence. L'ISI est régie par un texte législatif, donc elle considère que M.
Karoui bénéficie de la présomption d'innocence. Donc l'ISI n'a aucune possibilité de l'exclure. Mais les juges, ils suivent leur logique. C'est à la justice de se prononcer, ce n'est pas à l'ISI. Face à lui, un autre candidat anti-système, l'universitaire conservateur Kaïs Sayed. Ce professeur de droit s'est fait connaître par ses interventions régulières dans les médias. On le surnomme d'ailleurs Robocop à cause de son manque de ponctuation et de son débit très saccadé. Pourtant, il s'est contenté de cette notoriété. Pendant sa campagne, il n'a organisé aucun meeting. Il a simplement fait du porte-à-porte, comme ici, dans cette cité de la capitale. Une stratégie manifestement payante. On a un monsieur super simple, super modeste, qu'on retrouve dans les petits cafés, boire un petit café. Quelque part, les Tunisiens se disent, ce monsieur, il nous ressemble, il parle comme nous. Il n'est pas en relation avec l'étranger, même il y a cet esprit d'enfermement à la Tunisie et au monde arabe, etc. Comme son rival, il mise sur la déception des Tunisiens pour être élu. Car le pays est dans une situation délicate, notamment sur le plan économique. La croissance ne décolle pas, l'inflation est élevée, tout comme le chômage. Il touche actuellement plus de 15% de la population active. La date de l'élection présidentielle en Algérie, elle a été fixée au 12 décembre prochain, un vote qui doit trouver un successeur à Abdelaziz Bouteflika. Le premier scrutin fixé au 4 juillet dernier n'avait pas pu se tenir faute de candidats. La présidentielle avait été largement rejetée par la population. Je vous propose d'écouter quelques réactions sur ce scrutin de décembre. Je suis confiant que le 12 décembre, le peuple algérien ira voter dans les urnes. N'ayez peur de rien et choisissez le bon candidat parmi les 20 ou 30 personnes désignées légalement. Hier, nos voisins, les Tunisiens, ont librement choisi 2 personnes lors du premier tour de l'élection présidentielle. Si Dieu le veut, les élections ne se dérouleront pas à temps. Ils nous ont pourri la vie. Pour qui je vais voter? Ce sont toujours les mêmes, c'est le même scénario. Pourquoi? Et cette nouvelle génération, elle n'a pas le droit de gouverner? Ils nous ont rendus fous et tout ça, c'est à cause de Gaïd Salah. Demain, première réponse des manifestants à cette annonce. Comme tous les mardis, les étudiants vont battre le pavé. Malgré la répression, deux jeunes hommes atteints d'un cancer ont été placés en détention et privés de soins, ainsi qu'un homme de 77 ans qui a été arrêté alors qu'il s'apprêtait mardi dernier, comme tous les mardis, à manifester auprès des étudiants. Fin de l'audience du procès de Hadja Al-Raissouni. Cette jeune journaliste marocaine est jugée pour avortement illégal et relations sexuelles hors mariage. Le verdict est attendu ce jeudi. L'affaire fait scandale au Maroc. Nous retrouvons tout de suite notre correspondante à Rabat, Théa Olivier. Théa, comment s'est déroulée cette audience ? Eh bien, toujours en détention, Hadja Al-Raissouni, son fiancé et l'équipe médicale ont été présentés devant le juge du tribunal de première instance de Rabat. Alors, il faut rappeler qu'au Maroc, l'avortement est illégal, ainsi que les relations sexuelles hors mariage. La journaliste risque donc 2 ans de prison et le médecin lui en risque 5. Donc, les avocats de la défense ont plaidé plusieurs heures, notamment sur le vice de procédure et les vices de forme. Donc, ils refusent le flagrant délit et ils dénoncent une violation du secret professionnel du médecin. Les défenseurs des droits humains parlent d'un procès politique et dénoncent une atteinte aux libertés individuelles de la jeune femme. La journaliste va aussi porter plainte pour torture suite à un examen gynécologique non consenti. Donc l'audience a duré près de 6 heures. Les avocats de la défense à la fin ont demandé une nouvelle fois la liberté provisoire de la jeune fille. Après un refus la semaine dernière, le juge devrait se prononcer ce jeudi lors de la prochaine audience. Merci beaucoup Théa Olivier pour ce compte-rendu d'audience très complet. Et puis cette décision de justice dans l'affaire Aigle-Azur, le président du tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire avec poursuite d'activité jusqu'à mercredi 18 septembre. De nouvelles offres de reprise peuvent être déposées jusqu'à cette date. On va vous parler à présent du Dombé, un sport traditionnel nigérian qui ressemble à la boxe. Le but est de mettre son rival KO. Une petite entreprise a commencé à filmer les matchs et les vendre ensuite en ligne. C'est un commerce florissant. Nicolas Germain. Ces hommes se préparent pour un match de Dombé. C'est un sport traditionnel du Nigeria qui ressemble à la boxe. Une main est protégée avec des lanières, c'est celle qui frappe. L'autre est utilisée comme un bouclier. Le but est de mettre l'adversaire KO.
Pour les grands tournois, un combattant peut espérer gagner jusqu'à 900 $. Je suis très heureux de ma vie. Grâce à ce sport, je peux acheter de la nourriture, je peux m'occuper de ma famille. Je ne fais pas d'autres sports à part le dambé. Il y a 2 ans, une petite entreprise a commencé à filmer les matchs. Ensuite, elle les met en ligne pour ses abonnés. Notre objectif, c'est que ce sport quitte enfin ces stades un peu rustiques et devienne un sport reconnu à l'international. Ce qu'on veut, c'est que le dambé devienne le principal sport de combat en Afrique et que ça devienne un atout pour le continent. L'entreprise négocie actuellement de futures diffusions avec des chaînes satellites. Elle compte déjà près de 100 000 abonnés sur son site, dont certains vivent en Asie et en Amérique. Voilà, c'est la fin du Journal de l'Afrique. Restez avec nous dans quelques instants. La suite de Paris Direct avec Nabia Marloufi. France24.com. Vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.